Alors d'abord, merci à tous d'être là en ce dimanche matin. Je voudrais également remercier le musée de Picardie d'accueillir la 26e édition du festival Cité Philo sur Nous Vivants. Je tiens particulièrement à remercier également Alexia Morel, qui était d'une bienveillance, d'une gentillesse et d'une aide très précieuse. Je remercie Cité Philo de nous permettre aussi de faire le festival sur Amiens pour la 2e année. Et aujourd'hui, donc, c'est le top départ d'une semaine d'événements. Et je donnerai des programmes tout à l'heure à la fin de la visite pour ceux qui n'auraient pas les programmes de toute la semaine Cité Philo. Je tiens à présenter Katharina Kolb, que je remercie chaleureusement d'être venue aujourd'hui nous présenter cette visite thématique du musée sur les animaux cachés. Katharina est historienne de l'art, elle travaille comme chercheuse indépendante à Paris. Elle a étudié à Stuttgart, Paris et Berlin et a publié ses recherches en 1996 dans un livre intitulé « Graveurs, artistes et hommes de science » et c'est sur les traités des poissons à la Renaissance. Elle a été membre de plusieurs groupes de recherche, tels que Groupe Image et Écolocase, sous la direction notamment de Michel Pastoureau et Jean-Claude Schmitt. Ces recherches donc portent sur l'art et la science, les illustrations des livres zoologiques et en particulier celles des livres ichtyologiques vers 1555. En s'appuyant sur des textes d'hommes de science avec de multiples illustrations, elle mène des recherches approfondies sur les représentations du dauphin dans le monde de l'art. Aujourd'hui, donc, Katharina qui poursuit des recherches dans les domaines de l'histoire des sciences, de l'éthologie, de l'anthropologie, afin de mieux comprendre l'iconographie de la faune aquatique, qui relève souvent tant des sciences que de l'imagination. Et donc, cet après-midi, nous aurons la partie conférence. Et ce matin, tu vas nous faire la visite guidée thématique au sein des collections Animaux cachés, animaux symboliques, entre images et écriture. Voilà. Merci beaucoup pour cette chaleureuse introduction. Je vais être bref pour ne pas, parce qu'on a un long chemin devant nous. Merci d'être là aussi nombreux, c'est formidable. Merci évidemment pour l'invitation de Cité Philo, notamment de la part de Céline Chémetier et Francis Moreau. Et merci pour cette superbe préparation, Alexia Morel. Sans elle, on ne sera pas au point. Et on va justement s'échanger au cours de cette visite guidée pour que vous puissiez avoir un aspect global de certaines œuvres, parce qu'évidemment je ne suis pas spécialiste de chaque œuvre, c'est Alexia qui l'est beaucoup plus. Et en fait, on va aujourd'hui avoir un fil conducteur. Ça serait, je vais vous mettre tout au début devant une image. C'est un débris d'une amphore ou d'un vase. Et je vais vous montrer en fait un tout petit serpent. Je vous le dis tout de suite parce qu'on va être un peu coincé là-bas dans le couloir. Et il est bien caché. Et le fil conducteur, ça sera aujourd'hui donc la représentation finalement du diable. Mais le diable, il a plein d'images. Il peut parfois, ou en fait, il peut aussi représenter juste le mal. Il a évidemment un tas de noms. Belzébuth, Satan, tout ce que vous voulez, en fait, qui rentre en fait, dans tout ce qui est de serpent mauvais, celui qui a finalement introduit le péché dans le jardin d'Éden. Donc, ça serait, si vous voulez, notre topos. Et ensuite, on regardera bien sûr d'autres animaux, mais voilà, ça sera notre fil conducteur. Donc, je vous remercie d'être là. Vous avez encore le temps de partir, si vous avez peur du dragon. Et on va commencer, et je vous souhaite une belle visite. On regarde le fragment. Avec le petit écriteau au-dessus du museau du chien, il y a un serpent avec des cornes. La ligne qui ondule, là, oui. Oui, en fait, c'est la ligne qui ondule. C'est la ligne du bord. Voilà. Que je cherche la ligne du haut. En effet. Ok. Serpent avec des cornes, voilà. Je vous laisse regarder. Désolée, c'est très... Mais c'est bien caché. Ah oui, c'est l'écriteau. Voilà, l'écriteau, le museau, et tout de suite, il y a une petite ondulation avec des cornes. Oui. C'est un serpent. On est déjà dans la Genèse. Exactement. Vous voyez? Oui, On a une datation à ce truc? T'as vu, Camille?
Je pense que c'est Attendez, 97, c'est de l'autre côté. 600, 700 ans avant Jésus-Christ en fait. Vous voyez la ligne qui ondule juste au-dessus du museau. Il y a une petite ligne ondulante avec un serpent à cornes. Regarde, c'est le serpent, il est là dans le oui, couteau. oui, je le vois. Ah, il est là, non? Tu dis? C'est le serpent, on va les Voilà. Regarde le truc en bleu. Alors, il y a le museau du chien et au-dessus, il y a un petit écriteau. Oui. Et c'est là, ce serpent. D'accord. C'est un arrondissement. Ok. Voilà, j'avais vu. Oui. Ici, qui existe toujours. Voilà, un serpent à cornes et qu'on connaît sous le nom encore aujourd'hui, céréaste. Là-bas, donc c'est une hiéroglyphe et ça veut rien dire d'autre que c'est un pronom. Le serpent est juste un pronom, donc on ne peut pas en tirer de symbolisme de cet hiéroglyphe. Par contre, et c'est ça notre sujet pendant toute la journée, c'est l'image en soi. Et finalement, d'où elle vient? Donc elle vient d'un animal bien réel, et qui est très présent en Égypte et parmi les Coptes. Et au bout d'un moment, en fait, cet animal devient un animal symbolique. Pourquoi? Alors, ces cornes-là, retenez-les, parce qu'on va finalement les voir souvent. Et cet animal, en fait, d'un coup, il apparaît pour un dieu qui s'appelle, donc je vais vous le montrer déjà. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a des cornes, il y a toutes sortes d'attributs. Vous voyez, ça vient d'un sceau. Donc je l'ai agrandi, elle n'est pas très nette cette photo, mais voilà. Et juste pour vous dire, en fait, ce dieu s'appelle, enfin ce roi s'appelle Marduk. Et c'est à partir d'un sceau du 9e siècle. Donc, 9e siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est que voilà, en fait, ça survit. L'image survit. On a une idée d'un animal. Il existe, mais qu'est-ce qu'on en tire? Sa dangerosité. Et le fait qu'il est attribut de quelqu'un, en fait, qui doit combattre quelque chose. Donc, il est devenu ami de cet animal. Et on dit aussi que, en fait, certains habitants, en fait, qui s'appellent les Psyllis de l'Égypte, pour être sûr que la progéniture est bien des Psyllis, ils les exposent à la morsure de ce serpent, pour être sûr que s'il survit, ben, il fait partie du tribu. S'il ne survit pas, il ne fera pas partie du tribu. Ben non, il meurt de toute façon. Donc, ensuite, alors, et ça, beaucoup plus tard, en fait, au Moyen-Âge, 9e siècle, on retrouve, et dans des bestiaires, le nom céréaste est bien nommé, on retrouve donc ce serpent, qui a évidemment une iconographie bien différente de ce qu'on aurait pu voir là, sur ce petit écriteau en tant qu'hiéroglyphe. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a bien un animal qui est dangereux. Je vis avec lui tous les jours, je l'intègre dans mon écriture, mais finalement, il y a toute une évolution iconographique, donc image, qui va faire son propre chemin et qui va prendre une connotation négative. Et donc, on est, si vous voulez, tout au début de ce qu'on retrouvera en haut, de la naissance de l'image du dragon et du serpent dragonné. Voilà. Avec les cailles, en fait, il reçoit ensuite des attributs, parce que l'Asie n'est pas très loin iconographiquement, donc on aura des ailes d'un coup. Et ça, tout ça, ça va nous accompagner au fur et à mesure. J'ai choisi exprès, en fait, le sanglier, que vous voyez bien là, et le cerf, c'est-à-dire les deux cerfs, parce que c'est un couple. Et dans le culte celte, en fait, on a surtout assimilé enfin, pourquoi en couple? Parce qu'il y a une connotation presque religieuse avec le cerf, qui est le noble avec son bois. Il y a toujours aussi déjà la réincarnation, enfin, la vie, en fait, on refait la vie.
Et le sanglier, il est très connu, il est vénéré pour sa force. Et donc, on sait quand on donne des attributs dans ou des dons dans une sépulture, soit ça rappelle la personnalité en fait, qui vient de mourir, ou en fait on lui donne de la force pour que son chemin vers l'au-delà soit accompagné avec la force qu'il faut ou dont il a besoin pour passer dans l'au-delà. Et le sanglier fait particulièrement partie de cette force dont on a besoin pour aller dans l'au-delà. C'est en fait des vases, on dit qu'il y aura de la cendre qui était dispersée sur ces figurines. Regardez bien, en fait, le sanglier il est particulièrement bien ciselé. En fait, on voit vraiment un naturalisme par rapport aux autres qui, même les cerfs ne sont pas aussi bien travaillés que ce sanglier-là. Et on voit même les petites défenses à droite et à gauche. Alors avec ces deux pièces, ce sont des fibules, donc comme Alexia l'a déjà mentionné, en fait on est dans la salle bicosidienne, il y en a ici en fait donc deux, ce qu'on appelle monstres marins. Nous, on s'avance un peu, on dit ben non, on est dans un cheval de mer et un hippocampe. Ensuite, en fait, c'est du bronze avec de l'émail, donc c'est des fibules très classiques. Et on est entre deuxième et 4e siècle après Jésus-Christ. Alors, ces figurines, nous sommes bien d'accord, en fait, n'ont aucun rapport avec la réalité. Mais elles survivent pendant très longtemps. Et je vous ai amené un exemple de la première encyclopédie imprimée de 1492, où on retrouve donc le cheval de mer. Donc l'idée, là en plus c'est donc personnifié, tout le monde l'a vu. Donc ça vient du Hortus Sanitatis, imprimé en 1492 en Allemagne par Meidelbach, qui est un éditeur. Alors, d'où vient le cheval de mer, d'où vient cette idée? De la mythologie. On a les thunes avec ces chevaux, vous connaissez certainement ces représentations. On a un cheval de mer, c'est-à-dire on voit clairement donc, la tête du cheval, et en même temps, en fait, on voit derrière une sorte de queue de poisson, dragon, enfin, qui lui permet de nager et d'avancer. Et donc, une fois de plus, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le céréaste, où une image, en fait, elle s'imprègne dans la tête par le symbolisme. Celui-là, il perdure, en fait, cheval de mer, j'ai une idée dans la tête. Et ça ne fait pas stop, même si je sais que, au bout d'un moment, je ne l'ai jamais vu. Cheval de mer, c'est ça. Donc, je le représente comme ça, en plus, c'est très joli. Et l'autre animal que vous avez vu, c'est une stylisation, pardon, excusez-moi, de l'hippocampe. Donc, c'est très, très courant aussi. Donc, ce qui est intéressant aussi, étant donné, il faut toujours s'imaginer, puisque en plus, cet après-midi, si vous avez encore le courage de venir, on sera beaucoup dans l'eau. On prend des animaux qui sont quand même sortis de l'eau, c'est-à-dire un élément qui fait extrêmement peur. L'eau, on ne le connaît pas. Jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, il reste 90% des océans non éclairés. On ne sait pas, on ne connaît pas tout ça. Et malgré tout, en fait, on a une idée de cet élément qui, d'abord, fait peur, et en plus, en fait, dont on ne connaît pas vraiment les espèces qui sont là-dedans. Parce que l'idée dans la tête, c'est tout ce qui se trouve sur Terre, se trouve dans la mer.
D'où cheval de mer, poisson, ok, queue de poisson. Et je lui donne un corps, par contre, de ce que je sais de la terre du cheval et la terre. Donc dans l'ensemble, en fait, il y a une image qui survit, une imagination de quelque chose qui survit. Mais je ne connais pas l'original, encore moins qu'est-ce que c'est vraiment la réalité. Il s'agit de cette pièce-là. Donc, je vous prie de bien regarder. Venez, faites le tour. Et puis là-bas, il y a de la place, comme ça, vous avez... Alors là, on passe dans un autre registre, puisque on n'est bien sûr pas devant un serpent, puis devant un animal aquatique, mais le lion. Mais ce n'est pas n'importe quel lion. Bon, je suppose que vous avez tous regardé le petit carton. Alors, parfois, il faut se laisser surprendre, ou surtout, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va apprendre à regarder en fait comment on décèle. C'est quoi cet animal? Alors, premier regard, en fait, est-ce que vous aurez dit que c'est un lion? Non, pas forcément. Parce qu'il n'a pas du tout, en fait peut-être une panthère, mais et encore. Et là, on passe en fait, comme ça a été annoncé, dans le symbolisme. Donc il a, c'est ce qu'on appelle de nombreux attributs pour qu'on puisse le reconnaître comme lion. Et non seulement ça, mais pour qu'on puisse le reconnaître en tant que lion de Saint-Marc. Alors, la première chose qui nous frappe, en fait, c'est les ailes. Presque avec une image de bouclier. En plus, les ailes, en fait, elles sont déployées de façon, elles sont déployées de façon un peu bizarre parce qu'elle fait ça avec ses ailes. Et vous voyez bien là, en fait, les plumes, c'est tout à fait stylisé. Ensuite, est-ce que vous avez vu que l'animal est nimbé? Donc, un nimbus derrière, c'est-à-dire ce qu'on aura dans les peintures médiévales, ce côté doré, là, une auréole. Une auréole, voilà. Donc, c'est ici, c'est bien caché, mais l'auréole est là. Et ensuite, le dernier attribut, c'est le nid, qui tient comme ça. Donc, on a en total 3 attributs. L'auréole, l'animal est nimbé, les ailes et le livre qui nous donnent l'indication de qui il s'agit. On ne pourrait pas le savoir sinon. Et donc, on est devant le lion de Saint-Marc. Donc, c'est la première... en fait, on aura, et Alexia nous parlera plus... Saint-Marc dans l'exposition Versailles, une représentation d'un iconographie complètement différente. Et en même temps, en fait, voilà, elle nous expliquera, en fait, à ce moment-là, d'où vient, en fait, tout ce symbolisme. Pourquoi un lion ailé, pourquoi un homme ailé, pourquoi l'aile ailée, et pourquoi, en fait, l'aigle, voilà. Ailé, forcément. Très bien. Je vous laisse regarder. Ce qui nous intéresse, on est juste derrière, c'est le chapitre qui représente Adoria. Oui. Donc c'est juste là, et ce côté-là. Donc je vous laisse regarder ce chapiteau-là, ici. Je vous laisse faire C'est l'histoire qui est présentée. Donc faites le tour et puis on parlera après. Oui. En fait, parce que ce lion, c'est un animal productif, c'est un peu proche du griffon aussi. Enfin, il n'y a pas les ailes dans le griffon. Alors, il faut savoir que en fait, la stylisation, en fait, pardon, Excusez-moi.
j'aimerais pas voir vos doigts dessus. Ici. Et derrière, donc c'est en fait comment est-ce qu'ils sont chassés du paradis. Donc on va se décrire parce que madame. Oui. Pardon. Je vais la laisser. Bien sûr, comme on a un topos aujourd'hui, donc le fil conducteur, je vais vous montrer le serpent, qui est là, en fait, vraiment un animal qui, normalement, on ne le voit pas comme ça, c'est très très beau. Ici, vous avez la tête du dragon. Et il y a toujours en fait un mélange entre ses oreilles et les cornes. Hein. Ça, vous allez voir, en fait, on aura soit les deux, soit on n'a que les oreilles, mais en fait, cette idée du Céréas, ça revient tout le temps. Il y a toujours quelque chose. Et en plus, en fait, là, on a Ève. Tout à l'heure, on s'est demandé, moi, je pense que il s'agit d'une iconographie simultanée. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que on a ici l'histoire où le serpent donne la pomme à Ève. Et là, c'est Adam qui croque déjà dedans. Donc il y a ce qui est très beau, en fait, c'est un petit peu typique pour ces chapiteaux, que l'histoire ne soit pas interrompue. Que je lis, en fait, au moment où je tourne autour du chapiteau, en fait, je lis l'histoire. Elle continue. Donc, vous avez tout derrière, en fait, vous avez, les gens se tiennent la main, en fait, il n'y a pas du tout une interruption dans le geste, ni avec le végétal, donc tout se suit. Donc je vous laisse en compte. Alors on va regarder de plus près, excusez-nous, hein. Vous profitez en même temps, la crosse et le médaillon. La crosse et le médaillon. On a des pièces qui sont à peu près de la même période que les chapiteaux, parce que là on voit en fait à quel point en fait, on lit encore les formes. Très, en fait, il y a un naturalisme là-dedans, c'est-à-dire grâce à ces fioritures. C'est comme des lianes qui se transfèrent. En fait, l'histoire elle est narrée, il y a une narration. Et on est dans un mouvement, en fait. Et vous voyez bien, là, dans la crosse, bon, il y a cet animal dont on a parlé tout à l'heure, qui ressemble aussi à un dragon, mais qui est là, purement décoratif. Mais au milieu, on a Saint-Michel en plein d'action, contre un dragon dont la queue descend, et remonte là un tout petit peu, et qui est en fait terrassé par Saint-Michel. Donc on a un dragon bipède, c'est-à-dire ce dont je vous ai parlé comme le céréaste moyenâgeux, qui a aussi que ses deux pattes. Et de l'Asie, on sait que en fait, tout ce qui vole n'a que les deux pattes. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque les ailes, en fait. Il n'a pas d'ailes ici, comme l'autre qu'on avait sur le chapiteau. Et même en bas, en fait, vous avez une suite de décorations, de salamandres, de dragons, comme vous voyez tout près. Ce qui m'intéresse à côté, c'est également le médaillon. Alors, le médaillon, en fait, c'est un médaillon qui était sur un corps de voyage. Et vous avez un dragon en bas et au-dessus, un lion. Alors, dans le symbolisme, et je ne sais pas pourquoi, on attribue le lion à l'eau et le dragon au feu. Donc, il y a déjà ces deux éléments qui se battent. Normalement, évidemment, en fait, l'eau, ça serait représenté par l'animal, mon animal fétiche, qui est le dauphin. Mais ici, en fait, dans ce symbolisme, on parle on montre le lion et le dragon. Mais il y a une autre histoire qu'on peut retenir. Donc, il y a le chevalier au lion, Saint-Ivan, Saint-Ivan, je crois qu'on prononce en français. Vous voyez bien?
Saint-Yvan, il est accompagné d'un lion, comme si c'était un petit chien. Et donc, mais ce lion lui appartient, il combat bien sûr le mal, donc le dragon. Et ceci donc fait que en fait, le lion protège Saint-Yvan, mais aussi tous ceux que le chevalier défend. Donc bien sûr la vertu et puis la foi. Et le fait que ceci, un médaillon se trouve sur un coffret de voyage, on peut s'imaginer, ben voilà, en fait, puisque un voyage au Moyen-Âge, c'est quand même périlleux, on n'est pas sûr d'arriver en fait, à l'autre bout. Et donc, qu'il y a une sorte de protection. Donc, on a un symbolisme de la protection sur cette malle entre le lion et le dragon. Alors, vous avez ici une sculpture d'un artiste aménois qui s'appelle Nicolas Lassé, qui est l'éco-héros Christ en pitié, deux appellations. Et cette sculpture se situait avant sur la place Saint-Denis, qui était en fait actuellement la place René Goulet, qui était en fait un cimetière au moment où la ville a voulu s'agrandir, parce qu'on parle toujours du Paris haussmannien, mais en termes d'agrandissement et d'aménagement des précurseurs. Et au XVIIIe siècle, ils ont souhaité ouvrir la ville, et donc il a fallu déménager ce cimetière, ce qui deviendra au XVIIIe siècle le cimetière de la Madeleine. Donc, rapidement, avant de laisser la caméra à la main, vous regarderez justement, il y a des petites proportions, notamment au niveau des mains et des orteils des pieds, parce que cette sculpture devait être vue en hauteur. Bon, là, en fait, on a une évidence. C'est plus un dragon, c'est vraiment un serpent, un très très grand serpent. Cette sculpture, en fait, mis à part qu'on a le Christ, la résurrection, on a aussi en fait la contre-réforme. Et ça, en fait, on va la redécouvrir plus tard sur le tableau. Évidemment, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on brave en fait, la chronologie, l'histoire de l'art et de tout ce qu'on pourrait avoir dans le musée. On s'en excuse, c'est donc dû au parcours et surtout, en fait, on n'a pas le temps de faire tout bien chronologiquement. Donc, on est bien d'accord qu'on saute un petit peu de coq à l'âne au niveau du temps. Et en fait, on a une sculpture qui est, enfin, elle sort, je dirais presque, de ce qu'on peut avoir dans le maniérisme. Personne ne se tient comme ça, on est bien d'accord. Il devrait tomber direct. Et on a un contre-pied, il a dansé, en fait. Et en même temps, en fait, on est déjà à une période où on enlève un maximum de fioritures, quand même. Mais le corps reste dans un maniérisme assez soutenu. Et comme disait Alexia, en fait, il faudrait presque se mettre à genoux pour avoir le visage du Christ en fait, qui a en fait, sa douleur et le serpent, en fait, on le voit, si j'imagine bien, on le voit vraiment comme quelqu'un en fait, qui agonise, parce que vous avez la tête en arrière, si vous le regardez comme ça. Donc une fois de plus, on est dans une iconographie pas de combat, mais de fin de combat. Il y a la résurrection sur un animal qui est terrassé. Merci beaucoup. On continue. Dans la salle des sculptures, avec l'amour. L'amour tourne Notre-Dame. Alors déjà, on a avec le papillon le symbole de la psyché. On parle beaucoup en fait, de psyché et amour. Vous avez déjà, ou amour, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Et psyché en grec, ça veut dire l'âme. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit amour? Alors déjà, en fait, ça pourrait être un garçon tout simple, mais comme il a des ailes, là on le définit, en fait, on sait, c'est pas un garçon banal. Il fait quelque chose de particulier, en fait, c'est quelqu'un de particulier. Mais ok, on pourrait peut-être pas le définir, mais grâce à ce petit papillon qui représente donc l'âme, il est en train de torturer l'âme. Parce que vous voyez bien qu'il y a en bas la flamme.
Donc il y a une torche ici, qui tient dans la main. Là c'est la flamme. Une torche sur l'amour, finalement, qui est en train de torturer la terre. Donc l'animal, il est vraiment caché, mais sans lui, on ne pourrait pas savoir qu'il s'agit d'amour. Donc si vous ne l'avez pas bien vu, regardez là, en fait. Il est vraiment là. Et il joue son âme. Ah, bien sûr. Alors on regarde cette petite sculpture, qui est bien sûr une maquette, et regardez en bas, surtout. Là encore, on est dans une histoire qui date au fond de la mythologie, c'est-à-dire la libre pensée. Les philosophes grecs, bien sûr, ont prôné, qu'on réfléchit, sur la vie, sur la nature et de façon libre. Et qu'est-ce que vous voyez en bas, en fait? Donc, cette femme avec des enfants, donc des enfants innocents, mais surtout aussi avec une imagination extraordinaire, terrasse, elle a vaincu sur un dragon. Et ce dragon, c'est vraiment, en fait, iconographiquement, il est très similaire à celui qu'on a vu tout à l'heure avec Saint-Michel, qui est, bien sûr, en fait, presque 300 siècles avant. Donc il y a à nouveau, en fait, une iconographie qui perdure, le dragon écrasé. Et là, il est vraiment, on dirait qu'elle plane, elle, en fait, qu'elle vole sur une sorte de nuage. Et le dragon, en fait, il est déjà sous terre. On voit une aile. Une sécularisation. Oui. Si elle remplace Saint-Christophe, la dimension religieuse est évacuée, Elle est récupérée, là. mais évacuée. Pour la libre pensée qui est généralement quelque chose de laïque, c'est assez surprenant. Donc, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, en fait, c'est vraiment très caché en bas. On voit, l'animal est mort, hein, il est en train d'agoniser. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le serpent, qui a la tête en arrière, en fait. Voilà, il y a aussi la gorge présente, en fait. 1904, c'est presque la laïcité. Oui, 105. complètement. Oui, mais la statue de Saint-Michel, c'est une représentation tout à fait ordinaire, je veux dire, à l'époque classique, où on représente aussi Henri IV ou les rois de France foulant aux pieds l'hérésie. Voilà. Donc en fait, c'est l'hérésie. Là, on foule aux pieds la superstition. Mais on a juste changé un peu de registre. On est passé du registre catholique, puisqu'il s'agit de l'hérésie protestante, et Oui. au registre, on va dire, laïque, effectivement. Mais Tout à on fait. garde La même iconographie, la même en fait. iconographie. Exactement. Et ce qui nous intéresse, au fond, peu importe où on est, est-ce qu'on est dans un récit religieux ou est-ce qu'on est dans une mythologie pour démontrer, en fait, finalement, une laïcité qui terrasse, en fait, le dogme, ben, on est toujours dans la même image de ce qu'on veut terrasser. Vaincre le mal. Ce qui est intéressant, ça veut dire aussi qu'on récupère l'idée d'une transcendance, etc. Voilà. L'idée de république, quand même une dimension parfois de transcendance qu'on retrouve là. Cette récupération n'est pas innocente. Oui, exactement. Merci. Il y a une femme avec une chevelure qui est très longue et donc en fait qui nous signale quand même qu'on est à un moment en fait où normalement on cachait le corps avec les cheveux. Donc, mais les cheveux sont maintenant en fait derrière. Elle est à nu. Et le serpent que nous avons là, c'est son attribut. Et comme j'avais mentionné dans le petit texte que vous avez peut-être pu lire, une fois de plus, en fait, on est là en train de se dire, bon bah, alors c'est qui? Parce qu'une femme, les cheveux longs, bah, ça peut être... On a plein d'exemples pour ça. Et on n'est pas dans la mythologie, on est dans la Bible. Donc nous sommes
face à Ève. Et le seul attribut qui peut nous donner cette information est ce serpent. Donc l'artiste finalement, il utilise en fait la beauté de la sculpture. En fait, nous sommes vraiment dans une phase où, voilà, on reprend l'antiquité, la beauté absolue dans la sculpture, et finalement, enfin, il met le serpent, enfin il le met, il sculpte avec, et il lui donne un nom. Donc c'est Ève. Alors maintenant, voilà, on peut dire, mais ça n'a rien à voir avec Ève et tout ça, et maintenant on est dans l'interprétation d'une œuvre d'art. Là, c'est l'artiste en fait qui nous guide vraiment en disant, enfin, voilà, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Ève. Et en fait, au XIXe siècle et dans l'art avant, c'est ce que j'essaye en fait, de vous faire découvrir, c'est que l'animal, finalement, nous guide à travers les interprétations. Nous avons la possibilité, finalement, de dire et de dater aussi l'œuvre grâce à ces animaux. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, et là on a un peu de place, donc je me permets de raconter un peu plus. On a commencé avec un serpent, le céréaste. Il a été transformé, on l'a vu, et là on est à nouveau, en fait, on est passé par dragon ailé, et à nouveau on est dans le serpent. Ben, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On est passé donc de l'art égyptien, début du christianisme, Moyen-Âge, et là en fait ensuite on a à nouveau un animal enfin, qui est quand même plutôt proche de la réalité. Ben, au fur et à mesure, je vous ai montré la première encyclopédie imprimée des animaux, où on dit, voilà, on rassemble tous les animaux qu'on connaît dans la nature, ils se basent sur Pline en plus. Ben là, on connaît un serpent, on a vu un serpent, l'artiste il a vu certainement un serpent, parce que à partir de la Renaissance, même avant déjà, mais on commence à avoir les premières cabinets de curiosité. On collecte les corps morts, où on a des volières, en fait, où on observe les poissons, les oiseaux. On commence à avoir des bassins. Donc, l'intérêt pour la nature est passé. On est beaucoup plus proche de la nature et son image. Et ce qu'on avait avant tout à l'heure, où on a un symbolisme du mal, avec le dragon. On est ici, donc, dans un attribut. Parce que le serpent, il est au naturel. Il est juste l'attribut de ce personnage, grâce auquel on peut dire « Ah, il s'agit de Ève ». Donc on a toute une évolution de l'expression artistique. Non seulement, en fait, parce que les siècles changent, mais il y a une iconographie qui change, accompagnée d'un savoir qui évolue. Et c'est très frappant parce que on ne se sent pas dérouté, on dit oui, on est dans l'art, on a un serpent, en fait tout va bien, vous en avez parlé tout à l'heure, mais oui, mais il y a tout un changement qui a eu lieu concernant l'iconographie. Et pourtant, ce n'est pas une représentation, je ne sais pas, jeune Jane dans la jungle. C'est pas la jungle qui est représentée, c'est en fait le jardin d'Éden. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Comment vous définissez la mythologie? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé, si on n'est pas dans la mythologie, on est dans la mythologie. Oui. Et en fait, on peut pas dire que c'est ça. Tout à fait. Mais alors, la mythologie, elle ne s'arrête jamais au fond. Mais on a, étant donné que la Bible, les évangiles ont été écrits, et puis la Bible devient la base des histoires et des représentations, ainsi que en fait, toutes sortes de bestiaires en fait, qui
naissent à partir de là, dont le Physiologus. Évidemment, on a des traces de la mythologie partout, mais l'idée en fait de représenter n'est pas la mythologie, mais le texte mythologique. D'accord. Est-ce que ça vous convient? Oui, je comprends la différence. Et la mythologie, elle revient, elle ne quitte jamais vraiment le terrain, mais comme c'est païen, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le Christ, évidemment nous avons des influences de la mythologie et de leurs idées, on en parlera aussi un petit peu plus tard. Ça a survécu, mais on christianise la pensée mythologique pour qu'elle puisse passer dans l'iconographie moyenâgeuse et puis religieuse. Ces sculptures, et je vous prie de regarder la sculpture vraiment en détail, très attentivement. Restez là. Donc vous avez une jeune fille. Cette jeune fille, elle rêvasse, elle est un petit peu partie dans ses pensées. Elle est très confiante, la façon dont elle se pose sur cette chaise. Et où est mon assistante? Elle est là. Alors, Kendra, elle va vous montrer. Juste ici, on peut voir un don. Ici, il y a... Alors, vous voyez finalement la tête d'un loup. Les pattes sur le côté. Alors, donc, la fille, elle est en toute confiance. Le loup est mort. Mais nous connaissons tous le petit chaperon rouge, où le loup dévore la grand-mère du chaperon. La jeune fille totalement naïve, bien sûr, qui lui fait confiance. Et j'ai aussi, en fait, trouvé l'histoire du loup de Gévaudan qui a dévoré une jeune bergère. Et aujourd'hui, Gévaudan, en fait, c'est tout près du parc des Cévennes et on a un parc de loups là-bas. Alors, bien sûr, la fille, elle n'a rien combattu. Elle rêvasse. Le loup, il est mort, mais le loup ne meurt jamais complètement. Donc, en fait, ici, le symbolisme, c'est que le loup l'attend comme un danger. Là, elle est encore jeune, en fait, un enfant, elle est encore protégée. Mais au fur et à mesure de sa vie de femme, le loup va venir, en fait, en tant que les tentations, le danger. Donc je trouve cette sculpture avec le loup caché très jolie pour montrer en fait le symbolisme caché dans cette sculpture. Et je vous prie de retenir peut-être l'histoire des frères Grimm, où le chasseur ouvre le ventre et tout le monde survit, parce que chez Perrault, tout le monde meurt. Donc je vous propose la version de mon pays d'origine, l'allemand, la version allemande, en fait, des frères Grimm. En fait, vous avez ici une représentation qui n'est pas classique de la chimère, parce que normalement c'est un corps de lion et une tête de chèvre. Voilà, on n'est pas vraiment dans cette thématique-là. Et cette œuvre s'intitule La fin du rêve. C'est une jeune fille qui est complètement perdue et désespérée. Elle a beaucoup perdu dans cet amour qu'elle avait tant espéré, puisque vous avez la fleur de lys brisée sur la gauche qui était symbole de sa virginité perdue. Et puis on a le symbole de l'amour avec ce Cupidon qui n'a plus l'arc et sa flèche. Et enfin, ses rêves s'évanouissent avec ses chimères qui s'envolent. Alors la chimère, voilà, elle a beaucoup d'un dragon, à part les seins en fait. C'est grâce à ça on peut la mettre en chimère et puis la tête
on n'est pas dans une chimère. C'est vraiment un composite, déjà. C'est beaucoup d'être hybride en fait. Ouais. Donc, on va faire des mix avec des personnages en un. On a à peu près trois personnages en un. Oui. Bon, là, on va passer au symbolisme plutôt tardivement dans l'emblème d'Amiens. On a la fleur de lys comme remerciement. En fait, elle est d'Amiens. Alexia vous racontera ça mieux que moi. Mais la licorne ici, en fait, elle est ailée, ce qu'elle n'est pas normalement. Elle n'a pas le type barbichette, là, c'est appelé barbichette. Elle a vraiment une tête de cheval, enfin, une patte de cheval, enfin, les sabots, pardon. Et par contre, voilà, la seule chose qui reste, on dit, bon d'accord, c'est une licorne, bah, c'est la corne, c'est nervale. Enfin, donc, le symbole d'Amiens, il reprend ça, enfin plutôt dans l'armoirie d'Amiens, en fait, où on a les deux licornes à droite et à gauche qui tiennent en fait l'armoirie. Vous voyez là, ça c'est pas éteint. Je peux pas beaucoup plus. Ça tient pas. Comme ça. Oui. Donc on les a deux fois dans ce musée. Il y a une fois ici et de l'autre côté où je ne voulais pas montrer tout à l'heure parce qu'on était au Moyen-Âge pour ne pas, faire encore pire dans la chronologie non respectée. Pour ne pas être encore plus anachronique. Voilà. Alors maintenant, on va monter Au premier étage, tout voilà, on va suivre. Alors, non, on n'est pas là, mais je me dis déjà, regardez Apollon, et surtout, ce qui est à gauche. Comme je disais, on a Apollon, et on a un serpent à gauche, sur le tronc d'arbre. Est-ce qu'on est au complet? Je ne sais pas, non, je n'ai pas la version du monde. Oui. Vous voyez? Comme ça. Donc, alors je vous montre un Apollon avec le tronc d'arbre qui est donc à gauche, et sur le tronc d'arbre, on voit le serpent. Donc le serpent un peu caché. Alors, cet Apollon, il a une longue histoire que Alexia va vous raconter Ah non, pas pardon, alors que j'essaierai de vous raconter en tout cas par rapport au Belvédère. C'est une copie. Ça existait au départ, en fait, c'était une sculpture antique, certainement pas avec la feuille devant le sexe, en fait, en bronze, donc de l'époque romaine, en fait. Il est au Belvédère à Rome, l'original, et ça, c'est une copie. Et donc, on a, pour moi, hein, tu me corriges. C'est une copie qui est en plâtre. Oui, voilà, ça c'est du plâtre, hein, c'est une copie qui est en plâtre, et on a ajouté la feuille, certainement. En fait, ce n'est pas, en fait, pendant l'Antiquité, on ne cachait pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est le serpent. Alors, en fait, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas particulièrement beau, il se fond quasiment avec le tronc d'arbre. Mais l'idée de s'arrêter devant Apollon et devant ce serpent est tout simplement que là, en fait, on peut reconnaître Apollon parce qu'il y a derrière, en fait, les flèches, il a sa lance, en fait. On peut reconnaître qu'on est devant une statue, disons, d'un dieu, ou en tout cas important. Mais là, le serpent, il raconte une histoire. Et cette histoire, c'est que Apollon a dû se battre contre Python. Et le Python, en fait, il s'agit... Apollon était finalement, en fait, le dieu de l'oracle de Delphes, et il voulait, en fait, finalement, Python avait pris cet oracle. Et pour qu'il puisse redevenir le dieu de cet oracle à Delphes, ben, il faut qu'il combatte Python. Et c'est, en fait, en
souvenir de ce combat, on voit ici ce serpent, qui est vraiment, même pas comme en bas, Ève, où on avait ciselé le corps avec toutes ces écailles. En fait, il est tout lisse, il disparaît presque. Mais l'artiste, en fait, lui a donné, alors comme c'est une copie en plâtre, je ne sais pas si l'original ou le serpent est bien meilleur, mais voilà, l'animal n'est pas là pour décorer. L'animal est là pour donner un sens, pour raconter une histoire. Et ça, c'est à retenir dans cette sculpture, que ce n'est pas en fait un ajout comme en bas avec Ève, où on dit bah oui c'est très joli, enfin, c'est vraiment, ça rappelle une histoire. Et à ce moment-là, l'animal devient un attribut par rapport à Apollon, et il symbolise une histoire. Donc ça, en fait, surtout au Moyen-Âge, au fur et à mesure, cette distinction entre un animal qui est un attribut, c'est-à-dire qui dit, puisque l'animal est avec ce personnage, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que une telle personne, et il symbolise toute une histoire, et ça, c'est la narration de l'œuvre. On continue. Merci. Alors, Alexia va vous parler de l'histoire en fait, de cette peinture. Moi, je vais juste vous demander, parce qu'on a malheureusement pas beaucoup de temps, d'attirer votre attention sur deux animaux représentés dans ce tableau, dont les licornes. Là, sont plus typiques parce qu'ils ont une barbichette et puis ils ont des sabots un petit peu plus allongés que leur cheval. Et bien sûr, en bas, l'hydre. Pour ceux qui seront là cet après-midi, si encore du courage, vous allez être assis, c'est mieux, on retrouvera une chimère, une hydre, en fait. Je laisse la parole à... Je ne sais pas si vous avez pu voir l'exposition l'année dernière sur les puits d'Amiens, une exposition qui était quand même extraordinaire et qui se situait dans la salle de 200 mètres carrés qui est juste derrière moi. Le but de cette exposition était de mettre en lumière ce qu'on appelle les fameux puits. Alors, vous avez l'écriture derrière vous, pas P-U-I-T, c'est le P-U-Y-S. Ça vient dérivé du latin podium, et c'était en fait l'estrade où étaient déclamés les chants royaux, les poèmes, parce que ces puits, ça vient d'une confrérie, la confrérie Notre-Dame du Puy, donc une confrérie en l'honneur de la Vierge Marie, qui organisait le 2 février un concours de poésie. C'est également à cette date qu'un nouveau maître était élu, et ce nouveau maître devait avoir une aisance relativement importante financièrement, parce qu'il devait financer les banquets. J'étais quand même assez nombreux, quand même 5 fêtes mariales principales dans l'année, organiser le concours de poésie, donc offrir un trophée aux gagnants et surtout commander chaque année une peinture qui devait être exposée sur le pilier rouge de la cathédrale. Donc ça a été une obligation dans la confrérie à la fin du XVe siècle. Donc imaginez, au début du XVIIIe siècle, la cathédrale, c'est un musée à ciel ouvert, il y a des peintures partout, c'est très compliqué pour y accéder. Et parmi ces peintures, il y a celui de 1548, avec le fameux, ce qu'on appelle le palino, donc la devise du maître élu, qui est Triomphesci aux chevaliers fidèles. Et là, on est dans un contexte religieux très particulier, puisqu'on a un combat entre la Ligue protestante et la Ligue catholique. Le protestantisme tend à s'imposer à Amiens, et on sent bien là, la position plutôt fervent catholique de notre maître, dont nous m'échappe, qui est Augustin Cousin. Et qui est le protestant? Eh bien, c'est cette hydre, c'est cette bête de l'Apocalypse. Et que va arriver justement aux gens qui vont adhérer au protestantisme? Ils vont tomber dans les flammes de l'enfer. Et que va-t-on faire avec ces tests luthériens? Eh bien, le char sur lequel est installée la Vierge tirée par ses licornes écrase ces textes hérétiques. Donc vous voyez, la position est bien appuyée. On est contre le protestantisme. Donc ce n'est plus seulement un tableau qui est en l'honneur de la Vierge, c'est aussi un manifeste religieux. Là, en fait, on ne va pas vous raconter toute l'histoire de saint Thomas, mais il a reçu justement l'écharpe de la Vierge pour lui dire « mais tu vas pas là, hein, là c'est le danger ». Donc le danger, non seulement on a un diable avec des
grosses pattes, des griffes, des ailes, enfin, tous les attributs pour reconnaître que c'est le diable, mais en plus, le chemin, il est très périlleux. Et je laisse compléter Céline Cherici. Cette peinture, elle est tout à fait fascinante parce que le personnage, il est sur un chemin droit, il n'est pas droit, mais tracé, sur un chemin creusé. Et la bête essaye de l'entraîner sur un chemin dangereux, escarpé, où il va falloir grimper. Or, on est dans une période où on pense que tout ce qui est du domaine de la folie, de la déraison, c'est extérieur, c'est lié à des forces surnaturelles, démoniaques, soit la possession, qui est un petit peu ce qu'on attrape, soit la sorcellerie, qui est le pacte avec le diable. Or, au 19e, quand les aliénistes vont parler d'aliénation, ça vient d'aliénare, qui est sortir du chemin. Et les aliénistes vont développer cette idée que l'aliéné, c'est celui qui sort du chemin avec quand même une rupture épistémologique très importante. C'est que là, la folie va être interne. Au 19e siècle, elle ne va plus être externe, due la sécularisation est passée par là, et elle ne sera plus externe, due à des forces démoniaques. Mais qu'on retrouve cette symbolique du chemin, et que ce soit suivre le diable, c'est sortir du chemin, sortir du chemin religieux. Et au 19e, perdre la raison, c'est la perdre parce que finalement, on sort du chemin. Et l'aliéniste, donc Pinel bien connu ou Esquirol, vont être ceux qui vont ramener les aliénés sur ce chemin. Et je trouve cette communauté symbolique dans des paradigmes différents, avec une rupture épistémologique où la folie est externe d'un côté, interne de l'autre, mais dans les deux cas, elle est réversible. Et ça aussi, c'est intéressant, parce qu'au 19e siècle se développe aussi toute la psychiatrie biologique, en face à l'aliénisme, pour qui la folie va être irréversible. Et c'est une guerre d'école entre les aliénistes et puis d'autres types de médecins qui vont se développer tout au long du 19e et du 20e, et la psychiatrie biologique. Voilà, c'était juste un petit point qui m'avait intéressée. Un grand merci Céline. Donc vous voyez bien que même si là on est encore au Moyen-Âge, finalement, en fait, cette représentation de quitter le bon chemin, mais autant psychologique que réel, sera repris au fur et à mesure. Le mal sera toujours représenté de cette façon-là. Ce qui est très intéressant aussi, là, on a encore le mal comme en fait un hybride animal. Le mal va devenir, ce que je vous ai montré, soit un animal réel. Et avec la Renaissance, en fait, où on commence là déjà avec la naissance du portrait, le mal va devenir en fait une expression du visage. Et c'est ça qui est très intéressant, ça rejoint tout à fait ce que vient Céline, qu'à partir de la Renaissance, le diable devient humain et on commence à faire des dessins qui décrivent un fou. Léonard de Vinci et Dürer, ils ont beaucoup fait ça, et à partir de là, le diable, on n'a plus besoin de le représenter de cette façon-là, on représente avec les expressions, avec la forme du visage, et ça rejoint, voilà, et ça devient démoniaque en fait dans l'art. Vous êtes très courageux, je vous félicite, mais je crois que vous avez appris encore quelque chose de vraiment intéressant. On retourne dans l'autre salle, je vais... La seule raison là, reconnaissent que c'est Jean-Baptiste, c'est parce qu'on a une forme. On ne pourrait pas sinon savoir de qui il s'agit. On continue. La raison pour laquelle je vous ai fait arrêter tout à l'heure Veda et le signe, c'est parce que vous retrouvez ici un signe vraiment tout au début. Vous avez... Et nous avons ici, en fait, vous voyez bien, là, derrière, c'est le Christ avec Marie. Et le Christ dit à Marie, mais ta sœur, elle fera mieux de m'écouter que de préparer à manger. Mais tout à l'heure, on a vu Veda. Donc l'artiste, il n'a pas mis n'importe qui et n'importe quoi dans cette nature morte. Il y a vraiment ici le signe qui est mort. Donc, c'est, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure, la mythologie, comment on distingue, voilà, là, la mythologie, en fait, tout ce qui est païen est mort, et on dit aussi dans le symbolisme sur cet animal, il est blanc dehors
il est noir à l'intérieur, une chair noire à l'intérieur. Donc c'est que le plumage qui montre quelque chose de bien, de pur, mais finalement il n'est pas pur du tout. Et vous avez en fait donc la mort finalement du païen, en fait de tout le païanisme, et vous avez derrière, tout petit, mais finalement c'est ça le centre de notre tableau, enfin c'est le Christ qui survit par rapport à tout ce qui est païen. Alors j'ai le plaisir de vous dire quelques mots sur cette exposition qui est fabuleuse. Alors, certains sont déçus par le nombre de peintures, mais d'un sens, la chambre de 1701 ne comportait que 6 peintures. Je suis navrée. Et donc, la chambre de 1701, la chambre de Louis XIV au château de Versailles, vous avez un aperçu juste derrière vous. Donc c'est une chambre, pourquoi 1701? C'est une chambre que justement Louis XIV, parmi les grands aménagements qu'il va apporter à Versailles, c'est à cette date qu'il va s'y installer en modifiant complètement l'agencement de cette petite espèce de 92 mètres carrés. Je dois dire que c'est plus grand que ma maison. Et dans cette chambre, vous avez juste une petite cheminée, vous avez le lit à baldaquin avec la balustrade. Et surtout, vous pouvez le voir au-dessus, au niveau des attiques, vous avez des tableaux. Ces tableaux, c'est ceux que vous avez devant vous. Et ces tableaux, normalement, sont vus à 10 mètres de haut. Ici, vous avez 8 mètres. Oui. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'échelle. Et donc, ces tableaux, c'est la première fois qu'ils sont tous réunis et à la vue du public. Donc, profitez-en. Cette exposition est jusqu'au 24 février. Après, c'est retour Versailles à 10 mètres de haut. Voilà, donc c'est vraiment une opportunité unique de pouvoir les voir de près, surtout que ces scènes sont vraiment fabuleuses. Louis XIV avait fait le choix de présenter des scènes très religieuses car il a changé de favorite, on est maintenant avec Madame de Maintenon. Et donc vous avez 6 tableaux, Agar et l'ange, le denier de César et surtout les 4 apôtres. Donc ce qu'on a, les 4 apôtres avec leur symbole, c'est ce qu'on appelle les tétramorphes. Vous avez donc Saint Matthieu avec l'homme ailé. De l'autre côté, Saint Marc avec le lion. Vous vous souvenez, Marc, le lion, on l'a vu justement en art médiéval. Puis Saint Luc et le bœuf. Et enfin le plus jeune, l'auteur de l'Apocalypse, Saint Jean et l'aigle. Et ces représentations de leurs symboles, donc l'homme ailé, le lion, le taureau et l'aigle, ça provient d'une part de la vision d'Ézéchiel, où il aurait vu justement un être à 4 faces, une face à tête d'homme, à tête de lion, à tête de taureau et à tête d'aigle. Et c'est aussi, ça marque aussi le début de leurs évangiles, car au début de l'évangile selon Matthieu plante la généalogie de Marie. Et qui va s'incarner sur terre, c'est Jésus, c'est l'homme. Puis, pour Saint Marc, Saint Jean-Baptiste entend un cri, un rugissement dans le désert. Ce cri est associé au lion. Pour Saint Luc, il parle d'un sacrifice sur un autel, et l'animal le plus sacrifié à l'époque, c'était le taureau. Enfin, c'était le bœuf, pardon, pas le taureau, le bœuf. Et enfin, Saint Jean, qui est considéré comme celui ayant le verbe le plus élevé, eh bien, va être représenté par l'aigle. Et certains voient ces 4 évangélistes comme les 4 pans de la vie de Jésus. Vous avez ici sa naissance, son incarnation en tant qu'homme, puis sa prédication dans le désert, le fait que justement Jésus prêche, son sacrifice et enfin sa résurrection. Voilà. Je vous prie de regarder ça. Alors je n'ai pas pu m'empêcher, même si la peinture elle est très lisible. Mais voilà, on est dans l'histoire du dauphin de France. Donc évidemment on pourrait, avec la fleur de lys, or sur bleu, on sait qu'on est à la couronne de France. Mais par contre, on ne sait pas en fait de qui il s'agit. Et le dauphin, l'armure du dauphin, nous dit c'est Charles. Et c'est donc l'enfant Charles, le dauphin Charles, roi de France. Alors, cette armurerie là, elle s'introduit à partir du Dauphiné à la couronne de France. Ce n'est pas dès le départ. Comme la licorne, par exemple, ça ne
fait pas partie de l'emblème de la couronne de France. Et c'est parce que le Dauphiné est rattaché à la couronne de France qu'on a le dauphin dans l'armoirie des rois de France. Donc une fois de plus, bon, à condition qu'on reconnaît que ce petit monstre sur ce bouclier, c'est bien un dauphin, on a un indice comme quoi, en fait, nous sommes devant Charles le dauphin. On a juste derrière Médée, qui est coiffée presque de mini-serpents. Quand je dis presque, parce que la chevelure, elle donne l'idée, en tout cas, de serpents qui ondulent autour de sa tête, parce que c'est de la sorcellerie. Et tout à l'heure, Céline vous a dit, en fait, l'aspect de l'être humain, il devient particulier. C'est bien, en fait, une jeune femme là qu'on a. Mais on lui donne des attributs pour qu'on puisse la déterminer en tant que sorcière. Et elle va rendre, en fait, son beau-père mort, là, on voit dans l'ombre, elle va faire une potion pour lui donner la vie éternelle. Mais pour donner la vie éternelle, il faut bien sûr aussi un sacrifice. Et on voit l'agneau tout caché, ici, avec un couteau, c'est-à-dire il a déjà été égorgé. Et il va sacrifier avec toute la potion pour rendre la vie éternelle à son beau-père. L'idée était que là, on n'est pas du tout devant des animaux cachés, mais pour vous dire, voilà, on est dans un naturalisme qui, malgré tout, est symbolique. Et c'est en fait une iconographie typique en Inde, entre la panthère et la grue. Et je laisse en fait raconter à Alexia l'histoire de l'œuvre. Et ça va être la fin de notre visite guidée. Et déjà de mon côté, je vous remercie beaucoup pour votre attention parce que c'était extraordinaire. Cette balade avec vous. Merci. Donc je laisse terminer alors Alexia. Cette sculpture d'un artiste qui s'appelle Lola Brière se situe dans ce salon un petit peu particulier qui s'appelle le Bout de l'Ailleurs, qui est réservé plutôt à l'exotisme. On voit bien, c'est assez dépaysant. Si vous regardez toutes les peintures qui sont autour de vous. Et c'est un artiste qui va notamment s'inspirer du côté naturaliste et exotique, donc les animaux. Et surtout, il va s'inspirer d'un artiste précurseur et lanceur de mode de cette époque. Donc, je vais vous présenter, qui s'appelle Antoine-Louis Barrier, vous voyez, qui va justement représenter des animaux de manière très naturalisée, parce qu'au 19e siècle, il y a le développement des parcs zoologiques, il y a le jardin d'acclimatation qui existe aussi, et aussi les expositions universelles. Et tout ça, ça va permettre justement d'avoir un nouveau répertoire de formes à la fois pour les promeneurs, pour les scientifiques, mais aussi pour les artistes. Les artistes vont plus seulement aller au Louvre pour avoir un répertoire de formes, ils vont avoir le droit de s'installer au Jardin des Plantes à Paris pour installer leur atelier, ils vont laisser leur matériel sur place et ça va permettre à ces artistes de pouvoir travailler l'animal avec toutes ses complexités, toute sa diversité. Et il y a le côté scientifique et naturaliste poussé jusqu'à l'extrême. Vous pouvez le regarder avec le héron et ses plumages, la position des pattes, la musculature de cet animal. En fait, l'idée, c'est de représenter l'animal le plus près de sa réalité. Merci beaucoup Alexia, je vous remercie tous. J'espère que cette petite balade vous a plu. Et surtout, que vous ayez envie de revenir au musée pour découvrir d'autres animaux. Et je remercie encore Francis et Céline de m'avoir offert cette occasion. Et Alexia, oui. Oui, je rappelle que Citéphilo, ce n'est que la première journée à Amiens. Je peux vous distribuer, vous prendrez ici le programme des autres manifestations qui auront lieu toute la semaine. Puis cet après-midi, bien entendu, on peut
encore de nouveau écouter Katharina, puisqu'elle va nous parler justement d'observer et d'imaginer bien. Bien sûr, elle s'appuiera sur les pièges, je suppose, qui ont été présentés ici. Ah non, on partira bien plus dans l'eau cet après-midi. J'ai dit donc une bêtise, mais ça a permis effectivement de donner une précision, et donc c'était utile. Voilà. Je vous donne, oui c'est à 15h. À 15h. Voici le programme.